Je vous propose donc de débuter cette conférence sur l'accès des animaux aux droits fondamentaux. Bon, une précision, les animaux dont je vais parler sont les animaux non humains, bien sûr, mais brevitatis causa, j'emploierai dans le support et dans l'exposé le terme d'animal ou d'animaux sans autre précision, mais ça vise bien ceux qui n'appartiennent pas à l'espèce humaine. Je propose de passer tout de suite au débat. Très pratique. Alors, bon, pourquoi traiter de ce sujet d'abord? Eh bien, parce que le statut en fait, des animaux est en train de bouger. Dans une bonne partie des pays d'Europe, d'une part, et d'autre part, en France notamment, mais ça vous le savez, et d'autre part aussi même, on commence à le faire bouger peut-être au Canada, ou à tout le monde au Québec. Vous voyez que ça... Vous m'entendez pas? Non. Bon, bah, je vais prendre un micro. Ouais. Vous pouvez constater, donc comme je vous le disais, il y a une évolution. Bon, la France est un peu plutôt en retard, comme d'habitude, mais elle a quand même modifié donc son code civil et prévoit, vous le voyez, que, mais ça vous connaissez, je suppose, le texte, les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Et puis on nous ajoute après, sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens. Bon, c'est donc le système dit du statut de bien protégé. C'est ça, hein, c'est la consécration du statut des biens protégés avec cette qualification d'être vivant et sensible qui s'est ajoutée à cela. C'est d'ailleurs, ce texte est issu d'une combinaison de textes antérieurs. Bon. Voilà un petit peu comment ça se présente. Du côté des pays européens, je me suis limité à l'Europe, vous voyez qu'il y a une évolution qui va aussi dans le même sens, qui est évidemment contrastée selon les différents pays. Vous avez des pays où la législation est beaucoup plus dure que chez nous, il y a des pays où c'est beaucoup plus souple. Bon, voilà, c'est assez varié, mais dans l'ensemble, on voit une modification du statut par rapport au statut antérieur où l'animal était un bien et puis parmi d'autres, si je puis dire. Alors, les limites de ces évolutions sont assez évidentes, mais je vais quand même les rappeler. On sait bien que le statut des biens protégés a un gros défaut, c'est qu'il ne protège pas. Puisque dès que les intérêts des animaux entrent en conflit avec des intérêts humains, bien évidemment, les intérêts humains priment, et de ce fait, la protection est toujours mesurée de manière étroite. Paradoxalement, le fait que certaines des mesures, par exemple en matière de cruauté, soient sanctionnées pénalement, a un effet pratiquement pervers, parce que les textes sont du coup interprétés étroitement. Donc, on n'a pas une interprétation extensive, mais du fait que c'est sanctionné pénalement, comme le principe en matière pénale, c'est qu'une infraction est dite de droit étroit, du coup, la protection s'en trouve réduite. On aurait une meilleure protection si on était sur le terrain civil que sur le terrain pénal. Bon. Et puis, par ailleurs, bien sûr, reste, même si dans certains pays c'est remis en cause, mais pas vraiment en France, reste le fait que la violence individuelle est protégée, et réprimée, je veux dire. La violence collective, au contraire, est admise, voire dans certains cas encouragée. Ça, c'est un constat que des auteurs ont fait bien avant moi, mais que l'évolution du droit français ne remet pas en cause. Voilà, c'est là-dessus que se greffe la question de savoir si il ne faut pas procéder autrement et donner accès aux animaux à un certain nombre de droits fondamentaux. Et là, on va pouvoir passer au transparent suivant. Alors, il faut tout de suite dire plusieurs choses à ce sujet. Vous avez déjà eu, l'année dernière, une conférence sur les droits fondamentaux. Bon. Mais moi, je suis juriste, c'est-à-dire que le contenu des droits fondamentaux ne relève pas, si vous voulez, de la sphère juridique, ni de mes compétences, ni même de ce que je pourrais apporter d'un point de vue technique. C'est une question qui relève de la philosophie politique. Ça explique que beaucoup de personnes qui se sont exprimées sur les droits fondamentaux soient davantage des philosophes. Les juristes, on les interroge peu sur cette question. Mais moi, ce n'est pas de cela dont je veux parler. Ce que je veux traiter ici, c'est
l'accès, c'est-à-dire comment on fait pour passer du système actuel à un système où on reconnaît un certain nombre de droits dits fondamentaux, on reviendra tout à l'heure sur ce qu'il faut entendre par là, aux animaux. Ce que je traite, c'est uniquement la question du comment. Bien, donc c'est une approche qui est à la fois pragmatique et qui est en même temps assez restreinte. Hein. Je suis loin de traiter le sujet dans son ampleur. De surcroît, évidemment, l'accès des animaux aux droits fondamentaux, ça règle pas tout, ça règle même pas grand-chose en réalité, parce que c'est après que les problèmes juridiques se posent. Notamment la question de savoir comment on concilie les droits des animaux avec les droits des animaux humains. Ça, c'est une question qui, évidemment, se pose aussi sur ce terrain-là. Mais elle ne se présente pas de la même manière que dans le statut des biens protégés, parce que là, il n'y a pas d'interprétation étroite systématiquement en défaveur des animaux. Là, les clés de conciliation ne seraient pas les mêmes. Et puis, comment vivre ensemble en harmonie, ça, c'est autre chose. C'est aussi du droit, mais ce n'est pas ça. Hein, c'est beaucoup plus loin, et là-dessus, en réalité, je ne peux renvoyer qu'à l'ouvrage de Donaldson et Kimlicka, donc Zoopolis. Quels animaux, quels droits? Comme je vous l'ai dit, c'est une approche pragmatique, et en réalité, la question comment détermine qui bénéficie et de quels droits. C'est un schéma et un raisonnement complètement à l'envers. Alors on va le voir, puisqu'il y a deux approches possibles, on va voir que les deux d'ailleurs sont tentées, que les deux ne donnent pas exactement les mêmes résultats, mais on va voir ce qu'il faut en penser, vous jugerez d'ailleurs, et vous n'hésiterez pas à me poser des questions. Et du coup, là, on peut passer à la transparence suivante. Il y a donc deux approches, une approche déclarative et une approche extensive. L'approche déclarative, on va y venir tout de suite, voilà, on reconnaît des droits fondamentaux aux animaux, on les met dans une belle déclaration, et puis ensuite, on essaie de faire entrer cette déclaration dans ce qu'on appelle, enfin ce que les juristes appellent l'ordonnancement juridique, c'est-à-dire l'ensemble des règles à caractère contraignant obligatoire. Et ça implique plutôt une démarche politique qu'une démarche juridique. Alors, on va voir un petit peu des exemples de ce type de démarche, et des exemples qui ont marché. Enfin, je vais en donner un, d'ailleurs, un seul, hein, d'exemples de principes qui ont été déclarés, qui n'avaient pas de valeur normative, c'est-à-dire obligatoire, pas de valeur juridique, et qui sont rentrés quand même dans la législation de certains États. Ça veut dire que ce type de démarche peut, dans certaines circonstances, fonctionner. C'est ce qu'on appelle, j'ai pris l'exemple des principes de Yogyakarta, c'est-à-dire, vous le voyez, l'expression exacte, c'est principes sur l'application de la législation internationale des droits humains en matière d'orientation sexuelle et d'identité de genre. Alors, c'est un texte qui a été rédigé par des experts, des juristes, bon, il y avait 29 experts, peu importe, donc dans la ville de Yogyakarta, en Indonésie. Il a été présenté devant le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. À cette occasion, il a obtenu le soutien officiel de 54 États, c'est déjà pas mal, mais c'est tout. Le texte est totalement dépourvu de valeur juridique. Pourtant, il est rentré dans le droit positif, en tout cas de certains États européens et même américains. On va le voir juste après. Voilà, ces principes, vous le voyez, ont inspiré successivement une recommandation du commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe en matière d'identité de genre, donc dans l'hypothèse où une personne a une identité de genre qui ne correspond pas au sexe auquel elle a été assignée, et le Conseil a demandé à ce que soit mis en œuvre, soit supprimées les discriminations à raison de l'identité de genre d'une part, et aussi à ce que soit mis en œuvre, vous voyez, au moins sous forme d'inspiration, les principes de Yogyakarta. Yogyakarta, c'est en anglais. La résolution de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe reprend aussi ces principes. Et vous le voyez, pour finir, plusieurs pays ont adopté des textes qui, clairement, s'inspirent de ces principes, notamment l'Argentine, Malte,
c'est l'essentiel, hein, ce sont les pays qui sont le plus en avance sur ces questions. Enfin, il y a un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme qui a été rendu il y a très peu de temps, qui y fait aussi référence et qui en tire des conséquences juridiques. Donc, voilà un exemple de principes à pure valeur déclarative qui sont rentrés, quand même, assez rapidement dans ce qu'on appelle le droit positif, c'est-à-dire l'ensemble des règles de droit applicables dans certains États. Alors, nous avons effectivement une déclaration universelle des droits de l'animal, elle existe. Hein. Elle a été proclamée à Paris en 1978. Elle a été révisée en 1989 et c'est pour l'essentiel l'initiative de la Ligue internationale des droits de l'animal. Elle comprend 10 articles, un préambule, 10 articles. C'est un texte court dans sa version révisée. Et il est évidemment dépourvu de toute valeur juridique. Le fait qu'il ait été proclamé solennellement à la maison de l'UNESCO n'a absolument aucune incidence juridique de quelque nature que ce soit. Alors la question évidemment qu'on peut se poser, c'est ce texte qui est quand même ancien, est-ce qu'il a inspiré des législations? Eh bien, alors je vais vous donner un exemple, effectivement, récent, où il y a inspiration, mais on va voir aussi que l'exemple est quand même, vous allez vous en rendre compte tout de suite, extrêmement limité. On peut y aller. Et voilà, c'est la déclaration des droits des voisins non humains, chiens et chats, de la municipalité de Trigueros del Valle en Espagne, qui date de 2015. Donc, dans le cadre des pouvoirs concédés aux municipalités, le conseil municipal de cette ville qui se trouve en Valladolid a proclamé une déclaration dont vous voyez bien tout de suite le caractère extrêmement réduit. D'ailleurs, il est réduit d'un point de vue territorial, et puis il est réduit aussi parce qu'on ne s'intéresse donc, il ne bénéficie qu'aux chiens et aux chats, et c'est dit clairement. Voilà comment le texte se présente. Il y a un préambule, j'ai cité la phrase la plus importante. Tout animal possède des droits, particulièrement les chiens et les chats, du fait de leur longue coexistence avec les voisins humains de la municipalité de Trigueros del Valle. Bon. Et puis après, vous avez un certain nombre de droits qui sont énumérés. Ils y sont tous, hein, donc il y a 13 articles, voilà. Un droit à l'existence, bon, un droit au respect, l'interdiction des mauvais traitements, évidemment des traitements, tout ce qui est cruauté, droit à la dignité, le droit de vivre et grandir au rythme dans les conditions de vie qui sont propres à l'espèce, donc chien ou chat, droit à une longévité conforme à l'espérance de vie naturelle. Bon, ça là-dessus, moi, je suis un peu sceptique, parce que bon, c'est assez curieux comme texte, mais ça c'est autre chose. Droit à des conditions de travail décentes, parce qu'il est admis qu'on puisse faire travailler, en tout cas la déclaration en question admet qu'on puisse faire travailler donc chiens et chats. Je suppose qu'il s'agit surtout des chiens d'aveugles, parce que je ne vois pas très bien sinon à quoi ça correspond, mais bon, pourquoi pas. L'interdiction de l'expérimentation impliquant une souffrance physique et psychologique, bon, ça, très bien. L'interdiction de l'exploitation pour le plaisir des êtres humains et le divertissement, hein, voilà, donc ça c'est des textes qui sont peut-être un petit peu plus modernes. La condamnation des actes impliquant la mort ou la mutilation, alors je vais me baisser pour que vous voyez, et puis une représentation au conseil municipal des organismes de protection et de sauvegarde des animaux en tout cas. Voilà comment se présente la déclaration. Alors ce qui est intéressant de voir, c'est qu'effectivement, tout aussi réduite et circonscrite qu'elle soit, cette déclaration est inspirée de la déclaration principale, celle de 1978. On va le voir dans le... Voilà. Vous avez... alors, il semblerait que la déclaration s'inspire d'une déclaration des droits de l'animal très ancienne, proclamée à Londres en 1912, dont je n'ai trouvé aucune trace. Bon, alors, je ne peux pas vous en dire plus là-dessus, je ne la connais pas. En revanche, par rapport à la déclaration des droits de l'animal de Paris 1978, révisée 1989, effectivement, incontestablement, c'est une source d'inspiration, c'est très clair. Le droit au respect se trouve dans les deux textes, au même endroit, à l'article 2. Donc il y a vraiment, on voit bien qu'il y a eu un décalque. Hein. L'interdiction des mauvais traitements, c'est pareil, c'est l'article 3 dans les deux déclarations. L'interdiction des expérimentations se trouve aussi bien dans l'une que dans l'autre des déclarations. La condamnation des actes impliquant la mort ou la mutilation, c'est pareil.
on la retrouve aussi. La représentation au conseil municipal est inspirée de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme, où là, c'est une représentation au niveau des gouvernements qui est proclamée par cette déclaration. Et puis, il y a des dispositions propres, d'ailleurs, paradoxalement, plus en avance, plus modernes, plus peut-être contraignantes, enfin, sauf que ça n'a pas c'est une valeur juridique assez réduite, que ce qui figurait dans la Déclaration des droits de l'animal. Bon. Voilà comment ça se passe. Alors, d'après les informations que j'ai pu recueillir, d'autres municipalités s'apprêteraient, ou peut-être l'ont déjà fait, à emboîter le pas de Trigueros del Valle et à proclamer des déclarations de ce type. Bon, voilà. Évidemment, quand on compare d'un côté les principes de Yogyakarta, leur effet sur le droit positif de certains États, de l'autre, la Déclaration des droits de l'animal, et les effets sur le droit positif des mêmes États d'ailleurs, bon, c'est clair qu'on ne boxe pas dans la même catégorie, et la question qu'il faut se poser évidemment, c'est pourquoi ? Autrement dit, pourquoi l'une a marché et pourquoi l'autre n'a pas marché, ou en tout cas avec énormément de difficultés, avec des effets réduits, etc., sur lesquels je ne reviens pas, ça paraît à peu près certain. Alors on va le voir, c'est le problème de l'approche déclarative. L'approche déclarative, elle suppose d'abattre toutes ces cartes tout de suite. Donc de définir préalablement, d'abord, les droits en question, que l'on va reconnaître aux animaux. Et là, il va y avoir des discussions à n'en plus finir pendant des années, voire des dizaines d'années sur ce point-là. Est-ce que oui, mais là, bon, etc. Il y a ce premier problème. Qui sont les titulaires de ces droits ? Qui sont donc les animaux que l'on vise ? Jusqu'où va-t-on ? Quelle définition donne-t-on ? Jusqu'où s'étend-on ? Donc c'est pareil. Ça, c'est une source de discussion inépuisable. Et puis, il faut évidemment des règles à caractère suffisamment universel pour pouvoir saisir à la fois les trois grandes catégories que j'ai empruntées pour le coup à Zoopolis, c'est-à-dire les animaux de compagnie, les animaux liminaux, ceux qui vivent sur les mêmes territoires que les êtres humains, mais qui ne sont pas pour autant dans leur pouvoir. Et les animaux sauvages, c'est-à-dire qui, eux, vivent dans des contrées quasiment inhabitées. C'est la nomenclature de Zoopolis que j'ai repris. Alors, quand on voit ça, évidemment, on se dit ça va être compliqué, parce que si on compare par rapport au principe de Yogyakarta, ben là, la portée est beaucoup plus limitée. Ça, c'est un point fondamental. Il s'agit de principes très importants, comme le principe de liberté de l'identité de genre ou de non-discrimination en matière d'orientation sexuelle. D'accord, très bien, mais c'est quand même plus réduit. Ensuite, les principes de Yogyakarta bénéficient d'une dynamique qui ont expliqué leur succès, finalement. Enfin, un succès partiel quand même, hein, mais tout de même. La dynamique des droits humains. Voilà, là, les principes sont des principes d'application des droits humains. Donc, tout le travail en amont sur ces droits, ce qu'ils sont, à qui ils s'appliquent, etc., a déjà au moins partiellement été fait. Deuxièmement, on est dans une autre dynamique, qui est une dynamique de dépathologisation de l'homosexualité et partiellement de la transidentité. Donc, double dynamique, que l'on n'a pas pour les animaux. Voilà ce qui limite considérablement l'approche déclarative et qui la rend très difficile à appliquer. Et vous voyez, je ne me prononce pas sur le point de savoir ce qu'il y a dans la déclaration elle-même. Le contenu, c'est pas moi. Philosophe, oui, mais les juristes, ça n'est plus dans notre sphère, ça. Ça en est sorti il y a 2 siècles à peu près. Hein, sauf évidemment les juristes qui sont attachés au droit naturel. Bon, mais ceux-là, j'en parle pas. Mais sinon, c'est tout ce qu'on peut dire de ce système, donc ça montre bien qu'il est quand même très difficile de
par une déclaration qui se trouve en hauteur, ensuite de descendre dans les droits. D'où une autre approche, l'approche extensive. Dans l'approche extensive, on part des droits humains tels qu'ils existent et on va essayer d'en étendre le bénéfice aux animaux. Et là, ça devient complètement différent. Pourquoi ? D'abord parce que, on va le voir d'ailleurs, je vais passer à voilà, il n'y a plus besoin de définir les droits avant. Il n'y a plus de querelle sur ce point-là. Enfin, s'il y a des querelles, en tout cas, elles ne gênent pas l'évolution du droit positif. Là, on est sur, peu importe, on va choisir des droits. Alors vous allez me dire, mais lesquels ? On va en parler après. Ceux qui sont le plus faciles d'accès, tout simplement. Le but étant de mettre en place un système, vous voyez, de domino dans lequel on pousse le premier, qui poussera les suivants, et ainsi de suite. Donc, vous voyez que la logique ne m'oblige pas à pondre une déclaration ou à dire, ben voilà, ça sera comme ça, là oui, là non. Ça n'entre pas en ligne de compte. Deuxièmement, pareil pour les titulaires des droits. Je n'ai pas à me poser la question. Cela va dépendre des circonstances de fait. On va le voir dans la mise en œuvre de cette approche, notamment aux États-Unis, mais pas seulement aux États-Unis, qu'en réalité, on choisit l'animal dont on va essayer d'étendre les droits de la manière telle que le juge, puisque c'est une démarche contentieuse, de la manière telle que le juge soit le plus facilement possible conduit à faire le grand saut. Vous voyez donc que la démarche est totalement pragmatique. Enfin, l'action est exercée au nom et pour le compte d'un animal. Donc si vous me demandez quels droits, je vous réponds les droits que je peux attraire, les droits que je peux étendre. On va donc prendre un droit en fonction du système juridique dans lequel on opère et qui est considéré évidemment comme un droit fondamental, très important. Mais je n'ai pas besoin, c'est une question qu'on me dit souvent, mais vous parlez des droits fondamentaux, mais lesquels ? Qu'est-ce que c'est pour vous qu'un droit fondamental ? Peu importe. Le droit fondamental, il est donné par le système juridique dans lequel je me trouve, à partir duquel je vais travailler. Alors, le but étant évidemment après d'étendre. C'est un système où c'est la tâche d'huile, il s'agit d'être de plus en plus large. Mais le système fonctionne comme ça. Ce qui a un gros avantage tactique, ça permet de ne pas dévoiler toutes ces cartes à l'avance. Donc ça permet de fédérer, sachant qu'il y a des gens qui n'iront pas au bout de la démarche, mais qui au début vont l'appuyer. Cela me suffit. Je n'ai pas besoin de plus, d'un point de vue technique, j'entends. Je ne parle pas d'un point de vue militant ou autre, mais d'un point de vue technique, j'ai besoin d'avoir du monde. Après, là-dedans, qui est des gens violemment spécistes, mais qui veulent évoluer pour des raisons X, Y, Z, ne me gênera pas, parce que ce que je veux, c'est faire masse à un moment pour percer la muraille. Alors, ça n'est pas évidemment totalement exclusif d'une démarche politique. On va voir un exemple tout à l'heure. Bien entendu, il s'agit de créer, puisque nous n'avons pas de dynamique, il s'agit pas de dynamique. Disons que nous avons une dynamique, mais pas une dynamique juridique avec des grands principes que l'on pourrait faire bouger telle quelle. Ça, c'est beaucoup plus compliqué. Ce que l'on peut créer, c'est une dynamique jurisprudentielle, c'est-à-dire à chaque décision, à chaque étage de la pyramide des juridictions, eh bien, il y a évidemment une mobilisation possible de l'opinion, une pression sur les gouvernements et sur les législateurs pour que les choses bougent enfin. Et on s'aperçoit que ce genre de tactique fonctionne. Et on va en voir un exemple. Bon alors, l'exemple, c'est, rappelez-vous, c'est pas si vieux que ça, le mariage de Bègle. Donc, vous vous souvenez du maire de Bègle, Noël Mamère, qui marie 2 hommes le 5 juin 2004. C'était, il faut le savoir, il n'a pas fait ça quand même sur un coup de tête. Il avait quand même pris quelques précautions juridiques, ne serait-ce que pour éviter que sa responsabilité ne soit engagée en tant que maire. Bien. À partir de là, bien évidemment, très rapidement, vous voyez, le procureur de la République qui s'était opposé au mariage a actionné en nullité devant les juridictions compétentes. La première, dans l'ordre, c'est première décision, tribunal de grande instance de Bordeaux, 26 juillet 2004. Mariage
annulé. Logique, ça avait très peu de chances de passer. Mais il y avait quand même des arguments juridiques. Hein. Mais mariage annulé. Appel des deux époux. Cour d'appel de Bordeaux, 19 avril 2005. Confirmation du jugement. Donc, si vous me permettez l'expression, deuxième tôle quand même. Hein, parce que c'est quand même ça. On serait dans des intérêts purement financiers, on ne mettrait pas en jeu une véritable politique pour faire bouger les choses. Il y en a qui auraient arrêté en disant « Attendez, on va arrêter les frais, voilà, ça ne marche pas, on va essayer autre chose. » Mais là, on n'était pas du tout dans cette logique-là. Pourvoi devant la Cour de cassation, première chambre civile, 13 mars 2007, rejet du pourvoi. La Cour européenne des droits de l'homme est saisie dans la foulée. Mais, vous le voyez, avant même qu'elle statue sur le cas des mariés de Bègle, si je puis dire, avant même ce moment-là, elle rend un arrêt en matière de mariage où elle dit, ben non, on ne peut pas, je reviendrai après sur cette décision parce qu'elle est intéressante, on ne peut pas étendre ou on ne peut pas obliger les États à reconnaître le mariage entre personnes de même sexe. Et puis, vous voyez, donc ce n'est qu'une suite, d'une certaine manière, si on prend d'un point de vue juridique très, très étroit, ce n'est qu'une suite d'échecs. Et pourtant, ça se termine, vous le voyez, par une loi du 17 mai 2013, qui, bon, vous connaissez, je n'ai pas besoin de revenir. Notez quand même l'article 21, qui reconnaît la validité du mariage pour les mariages qui ont été contractés avant l'entrée en vigueur de la présente loi. On n'avait pas oublié qu'il y avait eu, il y en avait eu d'autres d'ailleurs, mais dans d'autres circonstances, mais qu'il y avait eu notamment ce mariage, et donc la loi l'a rétroactivement validé. Donc vous voyez, c'est quand même intéressant de voir cette démarche, parce que, au final, la réforme est passée, voilà, les choses ont bougé. Pourtant, ça s'est fait à partir de toute une série d'échecs judiciaires, mais qui à chaque fois ont donné lieu à commentaires, publications diverses et variées, dans des revues juridiques, dans des revues, dans la grande presse, etc. Et ça a fini par mobiliser les opinions, mobiliser les partis politiques quand même, et on a abouti à ce résultat en 2013. Voilà un exemple d'une tactique, alors qui n'est pas tout à fait une tactique extensive, mais qui est une tactique, enfin un peu quand même, c'est quand même une tactique extensive. Le droit de se marier, il existait. L'idée soutenue dans toutes ces décisions, c'est moi, je n'ai pas le droit de me marier, c'est pas normal, vous devez étendre ce droit. C'était ça qui était retenu. Et vous voyez le résultat, il est là. Donc, ce type de technique peut fonctionner. Alors, voyons maintenant ce qui en est pour l'approche extensive et les droits des animaux. J'ai honteusement sélectionné que 2 pays, les États-Unis et l'Argentine. Je ne parlerai pas beaucoup de l'Inde, enfin j'en parlerai pas d'ailleurs, parce qu'en Inde c'est assez compliqué, car il y a un texte sur lequel s'est appuyée notamment la Cour suprême de l'Inde, et à partir de ce texte, il s'est dégagé une jurisprudence favorable aux animaux, mais là il y avait un support textuel. Là, dans le cas des États-Unis et de l'Argentine, il n'y avait évidemment rien du tout qui puisse servir à ce qui a été mis en œuvre et qui est en cours, qui est en cours de fonctionnement. Après, évidemment, on se posera la question, quid de l'Europe ? Qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce que fait-on en Europe ? Donc, aux États-Unis, c'est une association que vous devez certainement, je pense, connaître, c'est le Non-Human Rights Project. La tactique est assez simple. Elle consiste à faire libérer un certain nombre d'animaux qui sont détenus sur le fondement de la procédure d'habeas corpus. Alors, autant vous dire tout de suite, je vais aller plus vite alors, parce que j'en ai encore des choses à dire. Bon, vous remarquerez, 4 animaux ont été choisis. Il se trouve que ce sont tous des chimpanzés, mais Steve Weiss a annoncé qu'il allait aussi faire ça pour un éléphant, donc je pense détenu dans un cirque. Voyons un petit peu après ce qui se passe. Il ne me reste que 450 slides à passer. Alors, les résultats ont quand même été assez étonnants. Au début, on a eu le résultat classique, non,
parce que les animaux ne peuvent pas s'obliger. Comme ils ne peuvent pas s'obliger, comme ils n'ont pas de devoir, d'obligation, notamment à notre égard, eh bien, ils n'ont pas de droit. Terminé. Ça, c'était la première décision. Deuxième décision, beaucoup plus subtile et intéressante pour ce faire. Le requérant, là, on a supposé que le chimpanzé en question avait des droits, que la procédure d'habeas corpus lui était applicable. Mais on a dit, attendez, il se trouve qu'en l'espèce, ce que demande l'organisation de Steve Weiss, c'est non pas de le libérer, mais de le mettre dans un autre état de détention, dans un sanctuaire, en l'occurrence, donc qui est quand même un espace clos. Or ça, la procédure d'habeas corpus ne le permet pas. Donc c'était assez vicieux, mais ça montre déjà qu'on a reculé d'un cran. Troisième décision, qui est quand même la plus étonnante de ce point de vue-là. Alors, premier point, un point très important, c'est qu'on a demandé, là c'était des chimpanzés détenus par une université pour des besoins liés à la recherche. On a déjà demandé à l'université de Stony Brook donc de se justifier devant le juge. Premier point. Deuxième point, non, ça ne marche plus. Ah, pardon. Deuxième point, la juge en question a admis qu'on pouvait exercer, c'était possible d'exercer pour le compte d'un animal une action en habeas corpus, ce qui était discuté, c'est le problème de la recevabilité. Troisième point, et là on arrive à la partie la plus intéressante de la décision. La démonstration de la juge est la suivante. La notion de personne juridique, c'est une notion totalement malléable, qui n'est pas déterminée par des considérations biologiques ou autres, qui varie selon le temps. Et elle prend, pour ce faire, deux exemples. D'abord, elle rappelle que, vous le voyez, il n'y a pas si longtemps, seuls les hommes, au sens de mal, caucasiens, citoyens propriétaires, étaient titulaires de la totalité des droits reconnus par la Constitution américaine, que les esclaves étaient achetés, vendus, traités comme des biens, avec très peu de droits, que les femmes mariées étaient la propriété de leur mari. Donc tout ça se retrouve dans la décision. Pourquoi? Alors ça, il faut le comprendre, pourquoi cela est dit. La juge dit bien, je ne me sers pas de cet argument pour fonder ma décision. Je me sers de cet argument pour dire la personnalité juridique est contingente selon les époques. Et donc à partir de là, il n'y a absolument rien qui empêche de l'étendre au moins à des animaux. La juge, on va voir, ne précise pas. Donc c'est exactement ce qu'elle affirme. Après, elle part sur les animaux de compagnie, qui montrent une évolution en droit américain en tout cas, et finit par admettre que sur le principe, les deux chimpanzés pouvaient relever de la procédure d'habeas corpus. Seulement, pour des raisons qui tiennent au droit américain, et plutôt à la common law d'ailleurs, elle est tenue par ce qu'on appelle la règle du précédent, c'est-à-dire que, comme il y a déjà eu les arrêts de Tommy et Kiko qui ont été rendus avant, par la même cour, elle ne peut pas statuer autrement. Elle ne peut pas créer une divergence de jurisprudence au sein même de la cour de New York, qui est une juridiction nationale, étatique de l'État. Pas une juridiction fédérale. Mais elle autorise quand même un recours de la décision rendue. Alors, je dis un dernier mot de l'Argentine, parce que là, c'est très court. L'Argentine a admis, la Chambre fédérale de cassation pénale, c'est encore juridiction de la cité autonome de Buenos Aires. C'est tout à fait particulier comme organisation. C'est pas la même que la France, c'est pas la même que celle des États-Unis. À propos, cette fois-ci, d'une orang-outan détenue dans un zoo. Et là, vous voyez que la Chambre fédérale a reconnu le bénéfice, là aussi, de l'habeas corpus au bénéfice de l'orang-outan. Alors, dans ces deux dernières décisions, celle-là et puis celle qu'on a vue à propos d'Hercule et Léo, les trois animaux donc, ont été remis dans des sanctuaires. C'est-à-dire que
L'université a voulu arrêter les frais, d'une part, et pareil pour le zoo, qui a dit on le remet dans un sanctuaire. Ce qui est intéressant, c'est la référence à l'interprétation dynamique, parce que ça, c'est une technique d'interprétation qui est d'ailleurs propre à des juridictions internationales et plutôt anglo-saxonnes, qui consiste à faire évoluer le texte qui existe pour tenir compte des nécessités sociales et de l'évolution des mentalités. Voilà, je vais m'arrêter là. Un dernier point, la notion de sujet de droit qui est employée par la Chambre fédérale est très intéressante parce que ça n'est pas exactement la même chose que la notion de personne juridique. C'est ce que dit ce texte-là. Ça voudrait dire que, si vous voulez, on échappe ainsi à l'argument « Ah oui, mais enfin, on ne peut pas vous reconnaître de droit parce que vous n'avez pas d'obligation. » Si vous voulez avoir le côté actif, il faut avoir le côté passif, en quelque sorte. S'obliger, c'est passif, pour les juristes. Donc, un des arguments intéressants de cet arrêt, qui par ailleurs est très très peu motivé, hein, ça tient en une demi-page pratiquement l'arrêt, c'est justement la référence à la notion de sujet de droit qui est plus étroite et qui permet peut-être de sortir de cet argument qui avait été invoqué par la première décision voilà, de New York. Je vais m'arrêter là, avant qu'on m'assassine, et je laisse la parole à la salle. Voilà.